Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le sourcing hôtelier. Merci beaucoup de votre participation, qu'on espère pourra rendre ce webinaire riche en échanges et en idées. Donc je suis Amélie Berwex, je travaille pour Axis Odyssée, cabinet de conseil qui intervient exclusivement sur l'amélioration des process et de la performance dans le domaine travel expense dans les grandes entreprises. Et je suis accompagnée de Guillaume. Bonjour Amélie, merci de m'accueillir chez toi, chez Axis Consultant. Donc moi je suis Guillaume Ridolfi, je suis le directeur commercial d'HRS France. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas HRS, nous sommes le leader global de l'optimisation de la dépense de l'hôtellerie dans le cadre des déplacements d'affaires. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'optimisation de votre programme hôtelier. Et de vous donner des pistes, des clés, afin de pouvoir comprendre comment mieux aborder ce sujet-là. Déjà, quelles sont les différentes étapes à ne pas rater. Et puis évidemment, un peu d'innovation et quelques idées à suivre pour le programme 2019. Et donc, on va changer de slide. Voilà. Alors, comment on va présenter cette partie de webinaire? Un point important, on pense, pour optimiser toute cette partie dépenses hôtelières et puis amélioration des process, c'est déjà de connaître tout un ensemble d'éléments sur le marché, sur soi-même, etc. Ensuite, qu'on vous détaillera évidemment. Ensuite, une deuxième étape sur quels sont les différents leviers à votre disposition pour pouvoir améliorer ça dans votre entreprise, que ce soit des leviers en externe, des leviers en interne. Et puis ensuite, comment les mettre en œuvre et comment bénéficier, comme disait Guillaume, d'une démarche plus innovative, de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs et de comment prendre un temps d'avance sur l'optimisation de votre programme. Alors, la première partie, qui nous semble incontournable, évidemment, alors pour les acheteurs qui nous écoutent, ça coule évidemment de source, mais c'est toujours important de le repréciser. Évidemment, avant d'optimiser quoi que ce soit, il faut bien connaître de quoi on a besoin, mais aussi surtout qu'est-ce qui est disponible et quels sont les éléments du marché qui sont en évolution pour tirer bénéfice de ces opportunités du marché. Donc la première partie de notre explication va concerner sur quoi connaître aujourd'hui, quelles sont les informations à savoir sur le marché dans la partie hôtellerie. Alors une petite question déjà, le réflexe généralement c'est finalement optimiser mon programme hôtelier, j'ai une politique voyage pour ça, j'ai mis des plafonds. Voilà, c'est un de mes leviers principaux en dehors d'une partie de négociation. Est-ce que vous pensez que c'est le principal levier pour optimiser votre programme hôtelier et réduire vos dépenses? Ou est-ce que vous pensez qu'il y en a d'autres? Ou est-ce que vous pensez qu'il y en a d'autres qui sont plus prioritaires dans votre contexte, évidemment? Alors, on voit que les réponses évoluent au fur et à mesure. Donc, on a déjà 5 personnes qui ont répondu à la question et qui pensent que oui, c'est le levier, en tout cas, le levier principal pour optimiser les dépenses. Donc, on va voir du coup sur les prochaines étapes, à la fin du webinaire, si votre avis est resté le même sur cette partie. Donc, je vous propose de passer à la première partie qui est plus du domaine de Guillaume, qui va être comment bien maîtriser et connaître le marché sur la partie hôtellerie. Alors, 3 sujets principaux qu'on aimerait aborder aujourd'hui avec vous, c'est évidemment connaître le périmètre auquel vous allez évoluer, qui est la dépense hôtelière, le terrain de foot sur lequel vous jouez. Et pour nous, il y a 3 éléments principaux. C'est évidemment la fragmentation de l'industrie, on va vous en parler. Les phénomènes de consolidation qu'on constate depuis quelques temps et qui s'intensifient, qui s'accélèrent ces derniers mois. Et puis le phénomène de distribution, ou de manière un tout petit peu plus claire, combien coûte une réservation d'hôtel à l'hôtelier
en fonction du canal qui est utilisé pour effectuer cette réservation. Et on regardera ensemble quels sont les leviers qu'on peut utiliser. Donc, si on regarde un petit peu plus proche, enfin, de manière un peu plus détaillée sur la fragmentation de l'industrie, on se rend compte d'une dichotomie entre le marché et le contenu des programmes hôteliers des clients voyageurs d'affaires. Je m'explique. Aujourd'hui, 80% du contenu hôtelier mondial, tout ce qui est considéré comme un hôtel, et pas une prestation d'hébergement, mais comme un hôtel, 80% de ce contenu est une hôtellerie indépendante. Pas du tout une hôtellerie de chaîne. Hôtellerie indépendante, c'est-à-dire vulgairement un commerçant avec son hôtel, ses chambres, sa propre politique, sa propre stratégie, ses propres contraintes, ses propres systèmes de distribution, ses propres contraintes capitalistiques. Et donc, il va agir de manière autonome sur cette prise de décision. Et si on regarde de manière un peu plus détaillée les programmes hôteliers de nos clients, en fait, on se rend compte que 75% des hôtels sélectionnés dans leur programme sont des hôtels de chaîne, donc complètement à l'opposé du marché. Alors, il y a deux raisons à ça. Le premier, c'est qu'historiquement, vous avez construit vos programmes hôteliers aidés d'un contenu historique qui est le GDS, et pour pouvoir le distribuer, une fois qu'on a sélectionné, il faut pouvoir le réserver. Et puis le contenu GDS contient essentiellement des hôtels de chaîne. Le deuxième, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'hôtels de chaîne en cœur des villes, et ça peut concentrer une certaine partie. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'hôtellerie indépendante n'est plus du tout l'hôtellerie telle qu'on s'imagine, pas adaptée, poussiéreuse, mal située, pas rénovée, mais au contraire, extrêmement dynamique, très bien équipée, très portée sur l'innovation, avec des niveaux d'accueil assez hauts par ailleurs, et qui en plus propose des tarifs attractifs, plus attractifs que parfois des hôtelleries de chaîne à situation équivalente. Donc il y a une vraie opportunité. La difficulté pour établir un programme hôtel, il faudrait, dans l'absolu, contacter chacun de ces hôteliers, et on ne pourrait pas centraliser la demande à travers un contact groupe. Donc il y a un vrai challenge au niveau du nombre de contacts et la prise de décision autour d'un niveau de granularisation des contacts assez. Ensuite, si on regarde d'un peu plus près le marché, voilà, on se rend compte que les chaînes hôtelières se consolident. Hein. Donc globalement, si on regarde Accor Hotel fait beaucoup de croissance externe, dernièrement Movenpick, mais et pas seulement dans l'hôtellerie, mais aussi dans la para-hôtellerie ou même dans les modèles de distribution. Je pense notamment à rachat qui va évidemment changer la donne des contenus et de la nécessité des contenus. Marriott et Starwood, le rapprochement, les grandes chaînes asiatiques qui se consolident par ailleurs. L'impact direct, c'est que ça crée évidemment des situations monopolistiques. Et si on regarde, par exemple, pour Starwood à Shanghai, 40% du contenu à Shanghai est détenu par le groupe Marriott Starwood. 40%. Conséquence directe, ils vont vouloir rentabiliser leur investissement et vont tout de suite, immédiatement, faire levier sur leur politique tarifaire. Le deuxième risque, et c'est quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler, ils vont aussi jouer sur les conditions d'annulation. Les conditions d'annulation, c'est passer 18 heures le jour même sans frais à 48 heures. C'est déjà devenu un standard et les grandes chaînes hôtelières sont en train de suivre. Un bon moyen de lutter contre cette tendance, c'est d'intégrer évidemment dans la négociation, avec vos hôtels partenaires, la notion d'annulation jusqu'au jour même, midi ou 18 heures en fonction de vos contraintes. Si on regarde bien le risque, hein, en moyenne, 17% des réservations sont annulées, 17% des réservations voyages d'affaires sont annulées. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est assez logique. Hein, c'est une matière vivante, on voyage tous pour le professionnel, enfin, dans le cadre de notre contrainte professionnelle. À la fois, on a des modifications de réservation parce que notre calendrier bouge, et puis des contraintes qui font qu'on doit annuler des rendez-vous.
Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que 5% de la dépense globale des clients est annulée, est concernée dans ces 48 heures. C'est-à-dire que la fenêtre de tir, c'est 5% de la dépense. 5% de cette dépense, si on a des contraintes à 48 heures d'annulation, ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques que votre dépense hôtelière augmente juste avec de la condition d'annulation plus restrictive par échelle. C'est un point d'attention fort. Dernier point, et pas des moindres, hein, je vous en parlais, c'est la capacité à pouvoir jouer sur les canaux de distribution. Les canaux de distribution, c'est globalement chez l'hôtelier, il peut recevoir une réservation des GDS, des différents agrégateurs, des acteurs loisirs comme Expedia, des acteurs professionnels comme HRS, des réservations en direct et même des grossistes ou des tour opérateurs. À chacune de ces réservations, chaque canal de distribution un prix de distribution spécifique qui est normé en moyenne et qui est souvent intégré dans. Et on voit que, alors évidemment, si on prend si on part par le bas et qu'on prend les grossistes, c'est eux qui génèrent du volume loisir, ils achètent les chambres en masse. L'hôtelier va faire, sur certaines dates et certaines typologies de chambres, des réductions jusqu'à 50%. Si on remonte un peu et qu'on regarde les tours opérateurs, tout de suite, on voit qu'il y a quand même des dépenses qui sont à 25% du coût du prix de la chambre. Si on regarde nos réservations GDS, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que quand vous réservez via une agence de voyage, via le GDS, un tarif public à un hôtel, si vous réservez la chambre à 100 €, une fois qu'il a payé tous les intermédiaires de distribution, son net, c'est 75 €. Inévitablement, ça va jouer sur la disponibilité et sur la typologie de tarif, l'agressivité du tarif qui sera la capacité de fournir sur ce canal de distribution en particulier. Donc l'idée, c'est évidemment d'être en capacité à propulser son contenu dans des canaux qui coûtent moins cher. Et l'impact pour le client, l'impact pour vous, c'est de recevoir à la fois des meilleures offres tarifaires parce que ça coûte moins cher, et aussi des meilleurs niveaux de disponibilité parce que sur le principe du yield, soit on yield de tarif, soit on yield la disponibilité, on la rend plus accessible. Votre challenge à vous, et quand vous voyez la réponse à vos questions, est-ce que le programme hôtelier est le levier principal pour générer de l'économie? La réponse est oui. Je crois que c'est des questions qu'on va construire. Hein, on a regardé les questions, les réponses aux questions. En fait, je suis complètement d'accord avec ça. C'est le meilleur moyen de générer de l'économie, en moyenne 9%. Quand le Best Buy génère en moyenne 3% d'économie quand il est bien fait. Donc évidemment, l'enjeu, c'est de pouvoir non pas faire du paper saving, c'est-à-dire faire des belles négociations sur le papier et projeter ces négociations sur une consommation théorique, mais y accéder en réalité pour transformer ces savings théoriques en savings réels. Et un bon moyen d'y arriver, c'est d'utiliser un canal qui coûte assez peu cher à l'hôtel pour augmenter le niveau de disponibilité et la facilité des tarifs. Chez nous, chez HRS, notre moyenne, notre coût de distribution pour un hôtelier, c'est à peu près le même coût de distribution qu'une réservation en direct. C'est entre 5 et 7% en moyenne pondérée, ce qui lui permet d'être extrêmement agressif et d'ouvrir sa disponibilité au maximum. Donc voilà, 3 points principaux. La fragmentation de l'industrie, comment adresser tous ces hôteliers indépendants qui sont une vraie opportunité d'économie. Comment lutter contre la consolidation des chaînes qui sont essentielles dans la construction de votre programme hôtel et sur lequel vous devez être en capacité de pouvoir piloter aussi leurs nouvelles politiques et leurs nouvelles stratégies pour pouvoir en bénéficier un maximum. Et puis, comprendre les modèles de distribution d'hôteliers et pouvoir faire levier dessus. Je rebondis sur ce que tu disais sur la disponibilité. C'est vrai que la maîtrise, en plus du canal de distribution et qui vous garantit la meilleure disponibilité, vous garantit aussi moins de coûts cachés en interne, parce que ce qui revient aussi souvent dans la gestion du programme hôtelier, c'est la chambre n'était pas forcément disponible, je suis passée par un autre biais parce que ça n'était plus accessible online, etc. Donc ça aussi, indirectement, ça a un coût en termes de satisfaction de vos clients internes et d'application du programme hôtelier. Donc, c'est très important de prendre en compte cette réalité du marché et de bien la maîtriser pour que le programme hôtelier soit vraiment l'outil qui soit utilisé à 100% de son potentiel. Les moyens aussi malins, hein, c'est évidemment, donc on parlait plus de disponibilité des meilleurs tarifs, mais aussi de pouvoir, dans la négociation,
capitaliser sur les coûts de distribution plus faibles pour pouvoir, pourquoi pas, intégrer le petit déjeuner. En moyenne, c'est 10% du prix de la chambre. Donc si vous l'intégrez, c'est comme si théoriquement, vous faisiez une négo à 10% sur le prix négocié. Donc c'est plutôt mécaniquement assez intéressant. Et puis évidemment, les connexions directes entre les intermédiaires permettent de baisser les coûts de distribution, permettre des réponses techniques plus rapides dans les outils que vous utilisez. Et donc finalement, un peu comme sur les leviers grand public, on sait que plus longtemps vous attendez une réponse devant votre ordinateur, plus les chances ou les risques de perdre vos utilisateurs en route est élevé. Plus vite on est en capacité à délivrer le contenu auprès de vos voyageurs et plus fort sera le taux de conversion, ce qui est intéressant pour vous pour valoriser vos économies. Alors, un deuxième élément qui est très important et qui souvent est une barrière en fait, pour passer justement de cette phase de optimiser ses négociations à optimiser les dépenses au global sur la partie hôtellerie, c'est que, comme pour tout type d'achat, il faut aussi connaître exactement le besoin. Donc, il y a la réalité du marché d'un côté, mais de l'autre côté, jusqu'où vous allez avoir la possibilité de pousser vos voyageurs vers le programme que vous avez designé pour eux, jusqu'où ce programme est-il en phase avec les besoins opérationnels, et puis est-ce qu'il y a une réalité derrière en termes de fluidité de process pour pouvoir s'assurer que ce que vous avez négocié et ce que vous avez prévu va bien pouvoir être appliqué et qu'entre ce que vous avez négocié et la réalité, il n'y a pas des pertes en cours de route ou comme on a parfois chez certains clients, finalement un très beau programme hôtelier avec des très belles négociations, mais finalement les achats ne captent que 30% des dépenses au lieu d'en capter, alors peut-être pas 100%, mais en tout cas de se rapprocher d'un 80%. Donc dans les éléments qui sont intéressants, surtout si il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui ont été mises en place dans l'entreprise et que vous démarrez ou que vous venez de prendre un poste, je pense que le premier point, c'est de bien connaître ses voyageurs. Quels sont aujourd'hui leurs taux de satisfaction, quelles sont les différentes typologies de voyageurs que vous avez. Une société qui évolue dans l'industrie ne va pas du tout avoir les mêmes contraintes et les mêmes priorités en termes de déplacement et les mêmes impacts par rapport à ce que Guillaume a expliqué sur le marché qu'une société qui vend du service où les voyageurs vont se déplacer surtout sur des grandes métropoles, par exemple à l'international, avec des populations plutôt de commerciaux. Donc, avoir une vision un peu macro à minima de ces voyageurs pour savoir, en fonction des populations, jusqu'où vous allez pouvoir les pousser dans ce programme et est-ce qu'il va être bien adapté, est indispensable pour s'assurer qu'il va être performant. Et puis, leur comportement d'achat. Ça joue aussi beaucoup en fonction de jusqu'où ils sont habitués à avoir des contraintes aujourd'hui et la culture de l'entreprise. Vous avez des entreprises où c'est très compliqué d'imposer des règles et de s'assurer qu'elles sont respectées. Vous avez des entreprises où les gens sont très responsabilisés sur la maîtrise des dépenses. Donc, vous savez qu'avec une bonne communication autour du programme, eh bien, ce sera suffisant pour les faire utiliser les tarifs que vous avez négociés et les orienter dans leur comportement d'achat. Vous avez des sociétés où imposer n'importe quelle contrainte est très compliqué. Et là, eh ben, il va falloir plutôt axer sur les programmes de fidélité, faire en sorte qu'en fait, ils y trouvent un intérêt personnel aussi dans le fait d'appliquer les règles. Donc ça, c'est important pour s'assurer de la bonne application et de la bonne utilisation de l'outil que vous mettez en place. Ensuite, dans les besoins opérationnels, vous avez aussi un cadre réglementaire à prendre en compte. Entre autres, un des leviers pour forcer un peu les gens à utiliser un programme hôtelier, ça va être tout ce qui va être localisation des voyageurs, sûreté, puisque l'entreprise est responsable de savoir où sont ses salariés en cas de problème. Donc, s'ils ne transmettent pas les informations ou ne respectent pas les règles sur le programme hôtelier, vous n'avez pas moyen de remplir cette responsabilité. Et puis ensuite, d'un point de vue opérationnel, comment vous allez piloter et optimiser les dépenses derrière. Parce que optimiser le programme hôtelier, c'est bien, suivre les réservations, optimiser les canaux, c'est bien aussi, mais ensuite, comment vous allez vous assurer que derrière, les dépenses qui sont constatées correspondent bien à ce que vous aviez prévu. Le dernier point, c'est toute la partie outils et processus. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller checker les dépenses effectives que vous avez faites, quand vous allez imposer votre programme hôtelier ou vos négociations, vous n'avez pas la possibilité de rendre le parcours voyageur simple pour l'utilisateur, il y a forcément à un moment donné une partie du volume qui va partir en dehors.
Alors après, comme précisait Jean-Louis dans le chat, effectivement, il y a toute une partie du volume qui part dans la note de frais. Donc, vous avez la possibilité d'aller chercher au moins une information macro au niveau de la finance ou de l'outil de gestion des notes de frais. Tout à fait. Mais ce sera moins fin que via un autre canal, type le canal de réservation. Et l'objectif, c'est aussi que vous arriviez à influencer le voyageur dans son comportement d'achat au moment où il effectue l'achat, et non plus forcément a posteriori. Mais avoir dans votre entreprise une vision des outils qui sont en place, est-ce que le processus sur les parcours voyageurs est fluide, et de vous assurer que du coup, quand vous imposez le programme hôtelier, derrière, il n'y a pas d'impact en termes de service, c'est une garantie qui sera appliquée et qui permettra d'accéder à une baisse des dépenses. Donc ça, c'est les 3 points clés, en tout cas, à mettre en phase des évolutions du marché. Si je rebondis juste avec ce que disait Guillaume tout à l'heure, vous voyez bien qu'il y avait une grosse différence sur la concentration du marché entre l'Asie et l'Europe, par exemple. Si vous avez une vision bien claire de où sont vos voyageurs et où est-ce qu'ils vont aller demain, ça va vous permettre d'adapter votre stratégie. Alors, juste avant de rentrer dans la partie sourcing pure, question de Jean-Louis qui demande si la taxe de séjour peut être intégrée au tarif proposé. La réponse est une bonne. Alors, il y a 2 sujets. C'est qu'est-ce qui est possible de faire lors de l'établissement des contrats avec des hôteliers partenaires et qu'est-ce qui est légalement possible dans le cas de la contrainte de l'hôtelier lors de la facturation. Dans la négociation, nous, on accompagne nos clients en leur demandant évidemment quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs besoins spécifiques et s'ils souhaitent voir cette taxe de séjour intégrée. Il n'y a pas de négociation possible sur la taxe de séjour à proprement parler. On peut l'intégrer dans la logique de négociation et donc dans le package qui vous permet de travailler sur la partie per diem, c'est-à-dire quel est le niveau de remboursement que vous voulez accorder à vos voyageurs dans votre politique de voyage. Par ailleurs, quel est le city cap, le niveau de remboursement que vous ne voulez pas dépasser en fonction des destinations. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est comment cette taxe de séjour est facturée. Elle ne sera jamais packagée dans le prix, elle sera toujours sortie du tarif parce qu'elle doit être visuellement intégrée dans la facturation. Ensuite, est-ce que votre collaborateur paye son séjour avec un moyen de paiement type carte corporate ou est-ce que c'est en paiement centralisé? En cas de paiement centralisé, cette taxe de séjour va être intégrée dans le paiement centralisé, réintégrée dans votre ERP, pas du tout payée séparément de l'ensemble du séjour, dans le cas et donc pas de note de frais associée. Ça, c'est le standard. Et si, Jean-Louis, vous rencontrez un autre schéma chez vous, il est optimisable à ce niveau-là. Et dans le cas d'une carte de crédit utilisée pour payer, dans tous les cas, il faut déclarer ses frais et donc intégrer à la fois la nuitée, le petit déjeuner et la taxe de séjour à l'intérieur. Donc on va regarder un peu plus près le sourcing hôtelier, quels sont les leviers qui peuvent être. Alors, une petite question du coup d'abord. Du coup, après toutes ces explications, qu'est-ce qui, selon vous, est le critère principal en fait pour optimiser votre programme ou pour optimiser votre partie négociation et maîtriser vos dépenses? Donc, il y avait les aspects marché, comportement voyageur, les besoins opérationnels de l'entreprise, les outils ou process. Pour l'instant, on a 2 participants qui sont tous les 2 d'accord. Besoins opérationnels de l'entreprise. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent participer à la question? 3e, toujours d'accord. Donc, si je retiens bien, du coup, en synthèse, sur ceux qui ont répondu, se connaître soi-même est une des meilleures façons d'optimiser et de s'assurer qu'on est en adéquation dans la négociation avec le besoin de l'entreprise. On a quand même une réponse sur le marché. De toute façon, c'est comme pour tout type d'achat, c'est le mix entre ce que le marché offre et ce qui est nécessaire pour l'entreprise. C'est la rencontre entre les deux qui va vous permettre d'optimiser. On va passer du coup à la 2e partie du webinaire qui va être quels sont les leviers qui sont à votre disposition. Donc, il y en a un qui vient souvent à l'esprit assez naturellement, qui va être la politique voyage. Donc ça, c'est un des premiers éléments généralement qui est mis en avant. L'idée étant que même s'il n'y a pas eu de négociation, au moins la politique voyage, elle permet de limiter la casse. Souvent, c'est les termes qui sont utilisés.
de limiter les excès et de s'assurer que la dépense n'est pas complètement décorrélée de la réalité sur le terrain. Alors, le cas le plus classique, c'est j'ai une zone, une ville, et puis j'ai un plafond maximum de dépenses. La politique, parfois, elle est globale, où cette grille tarifaire s'applique partout, ou alors elle peut être aussi régionale. Donc, elle va s'appliquer, par exemple, les Français qui se déplacent à l'étranger auront telle grille à appliquer. Par contre, les Américains qui se déplacent potentiellement dans les mêmes zones auront, eux, une autre règle. Alors, dans la réalité, ce qu'on a vu souvent parmi nos clients, c'est qu'à un moment donné, effectivement, cette règle, elle est établie, mais il n'est pas toujours prévu de comment la faire vivre. Or, les prix du marché évoluent. Ils évoluent maintenant pas forcément annuellement, mais ils évoluent même potentiellement un petit peu en temps réel. Ce qui fait qu'on peut se retrouver par période avec des plafonds qui ne sont plus du tout en adéquation avec la réalité du terrain. Il y a aussi une difficulté à harmoniser ces règles-là au niveau global, puisqu'il peut y avoir des pays qui ont des règles un peu spécifiques, type l'Allemagne, etc. Et puis on se rend compte que souvent la politique est mise en place, et puis derrière, il n'y a pas forcément un suivi pour savoir est-ce que le plafond, effectivement, il est régulièrement déplacé, pourquoi, etc. Donc ça paraît comme un levier qui était assez classique jusqu'à maintenant, mais qui montre en partie ses limites. Alors, une autre possibilité dans les règles d'une politique voyage, ça va être aussi d'essayer de canaliser au maximum les réservations. Donc, plutôt que d'introduire une notion de plafond maximum, ça va plutôt être de dire vous êtes obligé de passer par telle plateforme, tel outil, etc. Et c'est dans cet outil que vous allez faire en sorte que le meilleur tarif au meilleur moment, au meilleur endroit, soit sélectionné selon les règles que vous avez décidées. Et là, ça vous permet de capter un maximum d'informations, de customiser aussi un peu les règles pour que ce soit le meilleur choix au moment de la réservation qui se passe, et puis de tracer surtout ceux qui sortent du process. Parce que finalement, c'est ceux-là où, quelles que soient les règles que vous essayez de mettre en place, il y a des chances qui passent à côté. Donc, l'objectif, c'est d'être flexible parce qu'aujourd'hui, il y a des besoins opérationnels, certes, mais de l'autre côté, le marché est très variable. Le marché n'a plus un prix fixe sur l'ensemble de l'année qui va être facile à respecter. Donc, si vous n'êtes pas en adéquation avec ce marché, le voyageur, quelque part, ça lui complique la vie pour pouvoir être conforme avec la politique de l'entreprise. Ou inversement, on a vu des sociétés où les plafonds étaient tellement décorrélés du marché qu'en fait, ils n'étaient jamais applicables, ce qui fait qu'en fait, il n'y avait plus de suivi possible, puisque tout le monde était systématiquement non conforme à la politique. Donc, une perte de crédibilité aussi sur les règles qui sont mises en place. Un autre levier, ça va être d'utiliser la stratégie tarifaire des hôtels. Absolument. On peut travailler évidemment sur la voyage et sur l'établissement d'un programme hôtelier, mais toutes les études montrent que le best buy n'est pas la solution pour générer des économies fortes, pérennes sur l'ensemble du périmètre. Par contre, on ne peut pas l'exclure de la stratégie opérationnelle de réservation. Impossible. La bonne méthode, c'est confronter vos tarifs négociés avec le meilleur tarif du jour. Et en fait, si on schématise ici sur l'écran, les pointillés gris qui sont basiquement et de manière très schématique, parce que c'est pas aussi simple que ça, mais votre tarif négocié à 100, on se rend compte avec la ligne bleue que le meilleur tarif du jour disponible de l'hôtel, très régulièrement, est au-dessus de votre tarif négocié, mais parfois sur des temps spécifiques ou des besoins spécifiques liés au taux d'occupation, liés pourquoi pas à une annulation d'un groupe. Dernière minute, il a besoin de relouer ses chambres, etc. Que le meilleur tarif du jour peut passer en dessous de votre tarif négocié. Il peut passer en dessous de votre tarif négocié sur un canal et pas les autres. C'est-à-dire que l'hôtelier peut très bien décider de faire une promotion sur Expedia pour le marché nord-américain, alors que votre agence de voyage n'aura pas accès à cette promotion. L'idée, c'est de pouvoir vous donner accès à l'ensemble de ces tarifications spécifiques spot, marché, et de les confronter avec votre tarif négocié et pouvoir, le cas échéant, les réserver si plus performants. On comparera toujours des pommes avec des pommes, on comparera toujours le même niveau de performance, de prix, le package, ce que ça inclut, les conditions d'annulation, la typologie de chambre, est-ce que la taxe de séjour, on en parlait tout à l'heure, est inclue,
Donc évidemment, c'est un bon moyen d'optimiser aussi la performance achat, c'est un programme hôtelier mixé avec le Best Buy et la mise en place d'un système comparatif spécifique par ailleurs. J'en profite pour répondre à la question de Théo qui nous demande des informations sur le prix moyen des séminaires résidentiels, journée d'études, unité avec petit déjeuner. Aujourd'hui, si vous me posez la question à moi, HRS, c'est 6 milliards d'euros de volume de réservation séminaires et unités brutes dans le cadre de voyages d'affaires. Donc évidemment, on a des informations spécifiques à transmettre à nos clients. On le fait d'ailleurs très régulièrement pour les aider à mieux établir en macro et en micro, c'est-à-dire jusqu'à aller zoomer sur des quartiers spécifiques, par exemple de Paris, pour établir des city caps. Chacune de ces destinations n'est pas basée sur vos consommations de l'année dernière, mais alors, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question en détail puisqu'en fait, elle est un peu vaste et les prix moyens dépendent évidemment du niveau de confort espéré, des zones, de l'endroit, des dates, etc. Mais nous, on fournit de manière très régulière ces informations. Ce qu'on croit en tous les cas, c'est que le city cap statique n'est pas la solution aujourd'hui. On est persuadé que le city cap dynamique est la solution de demain et on a des équipes qui développement dans nos Innovation Lab qui travaillent là-dessus pour pouvoir en temps réel déterminer en fonction de vos contraintes, de la politique voyage, du niveau de sécurité et de qualité attendu par vos collaborateurs, établir le bon city cap au moment de la réservation pour pouvoir bénéficier de leviers d'économie si le marché est très bas, soit réserver une chambre à 150 € alors que le city cap est à cet endroit-là pour éviter les pics d'activité, alors qu'on peut avoir le même niveau de qualité à 80 €. Et le cas échéant, pourquoi forcer un collaborateur à réserver à 90 € en plein Paris pendant une période salon? On sait très bien qu'il sera obligé de dépasser. Le city cap dynamique est pour nous la bonne solution parce qu'elle générera encore plus d'optimisation. Et comme tu le disais précédemment, c'est là où le canal de distribution, de réservation qui est utilisé est clé parce que bénéficier de tous ces petites différences de tarifs et ce tarif dynamique nécessite d'accéder au bon canal que l'hôtelier aura choisi pour mettre à dispo les tarifs les plus attractifs. Deux questions et on va répondre à la question de Michel sur la partie d'audit des tarifs. On a un slide, et on va vous en parler. C'est une très bonne question parce que il y a un vrai enjeu là-dessus. Quant au tarif dynamique sur les chaînes, je ne sais plus qui l'a posé, mais c'est une... Comment suivre, comment bénéficier et suivre la bonne application du tarif. Exactement. Alors, moi, je pense que c'est plutôt bien de bénéficier de ces tarifs dynamiques. Ça fait du sens sur un certain nombre de destinations. Il ne faut pas oublier que les chaînes hôtelières, en général, mettent en place des tarifs dynamiques et les rendent accessibles assez peu sur les canaux, mis à part certains canaux dédiés ou leurs canaux en direct, pour pouvoir évidemment capter du trafic en direct, ce qui va un peu à l'inverse, un peu comme d'ailleurs les programmes de fidélité, ce qui va un peu à l'inverse de la stratégie des sociétés. Mais le principe est bon, il faut qu'il soit mesuré et mesurable on évalue en permanence la pertinence de ces tarifs parce que si le prix moyen augmente, le tarif dynamique va augmenter puisqu'il est impacté sur le prix moyen, auquel cas sur le meilleur tarif du jour. L'idée, c'est que vous ne signez pas des contrats qui, in fine, vous augmentent votre prix moyen consommé dans l'hôtel concerné si le prix moyen global a augmenté. Donc, c'est des pilotages qu'on fait avec nos clients très régulièrement. Activer des tarifs dynamiques est une bonne idée, les piloter et vous faire accompagner pour les piloter est nécessaire pour mesurer la performance. Je crois même aussi que la question de Michel sur la LAR est aussi évoquée un petit peu. Oui, absolument. À la fois sur les audits et sur la LRA, ce sera deux éléments dont on va vous parler. Une petite question au passage. Alors, une petite question du coup, suite à ces explications, est-ce que vous considérez, comment vous considérez maintenant du coup votre politique voyage? Est-ce qu'elle a été actualisée, est-ce qu'elle est en phase du coup? Est-ce qu'elle a été actualisée il y a moins de 2 ans, plus de 2 ans? Est-ce que vous n'en avez pas? C'est possible aussi. Hein. Ou est-ce que vous ne savez pas si ces éléments sur la partie hôtellerie sont pris en compte dans la politique voyage? 3 réponses pour l'instant. Plutôt plus de 2 ans. Donc, ça va dans le sens où j'expliquais que souvent les politiques voyage, elles mettent aussi beaucoup de temps à sortir, à être validées, confirmées en interne avec les process qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises et que souvent elles ne sont pas réactualisées très très régulièrement.
D'où le besoin d'une politique voyage dynamique, hein, basée sur de la data fraîche qui permette d'être agile sur ces sujets-là. Exactement. Donc on va passer du coup à la partie suivante, qui va être une fois qu'on voit quelles sont les opportunités qu'il y a sur le marché, quels sont certains leviers que vous avez en interne, comment maintenant vous pouvez optimiser pour mettre en phase toutes ces opportunités avec vos besoins et quels sont les différents leviers qui sont à votre disposition. Donc la première partie pour l'optimisation, donc ça va être un sujet purement interne lié à votre organisation, c'est que souvent la partie hôtellerie, elle est traitée dans un deuxième temps, après l'aérien, etc., parce qu'il y a des montants qui sont parfois moins conséquents, et aussi parce que la charge de travail pour aller optimiser ce type de dépenses est beaucoup plus importante que sur un autre portefeuille d'achat. Donc il y a des vrais enjeux derrière à calculer aussi le coût de la négociation, le coût du suivi, enfin le coût de ce qui est mis en place en termes de coûts cachés, parce que tout le temps que vous passez sur cette partie programme hôtelier, etc., c'est aussi du temps que potentiellement vous ne passez pas sur d'autres domaines d'achat. Donc la première étape, pour faire un petit peu un point de là où vous êtes en interne, c'est identifier quels sont les enjeux pour vous. Là, si vous faites un audit sur vos dépenses et que vous vous rendez compte que vous captez une grosse partie des réservations en termes de montant, que le montant moyen des unités vous semble acceptable par rapport à ce que votre fournisseur vous propose en termes de moyenne sur le marché pour des sociétés équivalentes, voilà, il faut vous poser la question, est-ce que jusqu'où je dois aller faire des changements? Identifier les coûts que vous avez. Parce que vous avez aussi des sociétés inversement qui ont un programme hôtelier qui est très poussé, qui est très complet, qui est bien appliqué. Mais ensuite, quand on regarde derrière le nombre de personnes qui travaillent en fait sur ce programme hôtelier, le coût au global est énorme. Vous pouvez avoir beaucoup de grosses sociétés où vous avez des temps pleins qui sont dédiés exclusivement à l'hôtellerie. Donc, il faut bien mettre en parallèle l'enjeu qu'il y a par rapport aussi à d'autres domaines que vous devez optimiser et le temps, le coût que vous allez y passer. Ensuite, en fonction de ces dépenses, vous allez définir la bonne stratégie. Et ça peut être sur la même société, en fonction des types de dépenses, faire une stratégie différente. Hein. Vous avez une partie, vous pouvez très bien choisir d'automatiser. Si vous avez déjà des outils en place, ça veut dire qu'un bon paramétrage adapté dans un outil, avec l'accès aux bons canaux de réservation derrière, va vous permettre d'automatiser sans même parfois avoir à faire de négociations en bénéficiant des opportunités du marché. Une deuxième opportunité va être, OK, là, il y a du volume, on n'a pas forcément fait grand-chose, je vais essayer de recentrer, par exemple, sur certains hôtels, je vais renégocier. Et là, la question peut se poser, est-ce que je négocie moi? Est-ce que j'outsource? Est-ce que dans mon organisation, peut-être que c'est les acheteurs en local ou les travel managers en local qui peuvent être plus à même de connaître le marché et d'aller négocier? Ou est-ce qu'au contraire, je prévois un programme hôtelier global qui devra être appliqué partout? Donc ça, c'est pareil, en fonction des dépenses que vous analysez, vous pouvez avoir les trois stratégies en parallèle. Grosso modo, vous allez outsourcer tout ce qui va nécessiter du temps pour moins de gains. Vous allez faire une politique globale pour tous les endroits où il y a des enjeux, des chaînes, une facilité à les négocier de façon centralisée. Tout ce qui nécessite plus de proximité, la langue, la culture, peut-être le site qui est historiquement, l'hôtel qui est historiquement à côté d'un site, qui nécessite cette proximité, peut avoir du sens à être en local. Local, tout en gardant évidemment un droit de regard au niveau global. Hein. Ce n'est pas complètement décentralisé. Et puis, un point qui est hyper important, c'est qu'une fois que vous optimisez la réservation, le process, la négociation, il faut communiquer derrière. S'il n'y a pas de communication qui va jusqu'aux voyageurs, jusqu'aux assistantes, les personnes qui vont engager l'achat, la moitié de ce que vous aurez fait n'aura servi à rien. Donc, le programme hôtelier, les négociations, il faut aussi s'assurer qu'il les met à jour, où est-ce que l'information est disponible, comment je m'assure que les voyageurs et les personnes qui vont engager l'achat ont l'information au bon moment pour faire les bons choix. Et troisième étape, qui parfois aussi peut être un petit peu mise de côté, comment je monitore tout ça? Alors, dans un monde idéal, on a un outil qui va gérer la réservation, la note de frais, toutes les données sont au même endroit, et là, on va pouvoir piloter au global tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été dépensé. Dans un grand groupe international, la réalité est souvent un peu différente. Vous avez une multitude d'outils, voire parfois pas toujours les mêmes canaux de réservation. Donc, il faut que vous mettiez en place des indicateurs à suivre au niveau global ou local aussi sur
par rapport à ce que vous avez prévu dans le programme hôtelier, qu'est-ce qu'il y a en fait dans la réalité en termes de dépenses pour pouvoir ajuster soit sur la com, soit sur la négo, soit sur l'automatisation. Et ça doit faire un cercle vertueux sur cette partie-là. Alors, il y a des besoins qui font un peu évoluer le sourcing là, au niveau global. On se rend compte qu'il est nécessaire de réduire les délais pour un RFP. Guillaume va expliquer un petit peu plus en détail sur le slide suivant, mais souvent c'est un process qui est extrêmement long. Et quand je disais qu'il y avait parfois une personne qui était dédiée sur cette partie-là, c'est souvent le cas dans une grosse entreprise. Donc il y a vraiment la nécessité d'optimiser en fait toute cette partie de choix. Ensuite, de choisir les fournisseurs avec un ensemble d'informations sur le marché et sur l'entreprise et sur ses dépenses qui soient les plus efficaces et optimisées possibles. Et pas uniquement savoir qu'à telle ville, on a beaucoup de dépenses et aller chercher quels sont les hôtels près du site, les appeler, etc. Enfin, c'est d'industrialiser un petit peu plus en fait, la méthode. L'objectif étant de limiter au maximum la charge de travail et puis d'essayer de la lisser le plus possible. Et pour que ça, ce soit plus efficace, l'accès à la donnée sur les moyennes du marché, un benchmark avec des entreprises similaires, etc., est clé pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Exactement comme ça qu'on procède. Hein. On travaille toutes nos prises de décision, toutes nos actions de co-sourcing avec nos clients sont drivées par de la donnée, permettant de prendre les bonnes décisions, la donnée client évidemment, et puis la donnée marché, et puis la donnée de nos autres clients similaires avec des formats équivalents et comment dirais-je, des comportements similaires pour pouvoir s'assurer que les négociations, donner des targets déjà aux hôteliers, s'assurer que les négociations sont les meilleures, et si ce n'est pas le cas, pouvoir. Alors, il y a une question de Jean-Louis qui nous demande notre avis sur la mutualisation des accords hôteliers à l'intérieur de votre portail. Je veux juste une précision et j'y répondrai. Quand vous parlez d'autres utilisateurs, c'est vos contacts locaux ou c'est d'autres entreprises et en fonction de votre réponse, on apportera une réponse précise. Juste un snapshot sur ce qui se passe aujourd'hui dans le process de RFP classique pour la mise en place d'un programme hôtelier. Globalement, ça prend 6 mois. 6 mois, c'est le temps moyen qu'on constate chez nos clients quand ils font leur programme hôtelier et généralement quand ils l'internalisent. Entre le moment où ils récupèrent la donnée, qu'ils la crunch, qu'ils l'analysent, qu'ils lancent les RFP, 2-3 rounds de négociation, la mise en place des contrats, le rate loading, la mise à disposition de ces loadings, c'est 6 mois. Donc c'est déjà beaucoup de travail, on parlait de la charge de travail en interne, c'est énorme. Ensuite, si on regarde un peu sur quelles données ces négociations sont faites, généralement elles sont faites. Si on prend le programme 2019 par exemple, vous allez collecter votre donnée 2017 jusqu'à début d'année 2018, Q1 2018, la cruncher, etc. et établir votre stratégie de négociation jusqu'au fin 2019. Et si on regarde de plus près, ça voudrait dire que ce qui vous a aidé à établir un programme qui va aller jusqu'à décembre 2019 pourrait contenir des réservations janvier 2017. C'est-à-dire presque 36 mois roulants, glissants, et donc vos entreprises vont beaucoup plus vite que ça. Hein. Vos besoins évoluent beaucoup plus vite que ça. Et là, on est dans une contradiction qui dit je veux quelque chose de performant et en même temps sur de la data qui n'est pas la bonne puisqu'elle est trop datée. Et puis au-delà de ça, il faut contacter beaucoup d'hôtels pour faire un hôtelier, environ 3 fois plus que le périmètre de votre programme hôtelier. Donc nous, on pense qu'il y a d'autres moyens de faire et les moyens les plus performants sont déjà une bonne analyse de votre dépense. On fait une étude de marché de comportement d'achat de vos programmes hôteliers et on classe dans des blocs vos hôtels en fonction de la performance du tarif, en fonction du volume que vous générez dans ces hôtels-là. Et on les compare avec la performance des clients à 25 millions de nuitées qui sont faits avec des tarifs négociés, avec des volumes similaires, et on compare si vous avez un bon tarif ou un mauvais tarif dans cet hôtel-là, en fonction de ce que l'hôtel est en capacité de donner par ailleurs à d'autres clients qui ont le même profil que vous. Et en fonction de ça, on peut, en
en tirer des leviers d'économie et passer par 3 systèmes assez simples. Un, c'est de la renégo. Si vous avez un bon tarif que d'autres à volume égal, il faut aller renégocier et on vous donne des clés de renégociation et des tarifs cibles. 2, le bundling, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut au moins 200 à 250 nuitées dans une destination pour négocier. En dessous, les tarifications que vous allez obtenir sont assez peu performantes. Si vous avez plusieurs hôtels qui ont 100 nuitées, pourquoi pas regrouper ces volumes dans 2 ou 3 hôtels plutôt que 5, augmenter mécaniquement les volumes, atteindre de meilleurs tarifs. Ça, on le fait évidemment en prenant compte de la capacité d'accueil, du taux d'occupation de l'hôtel, du niveau de qualité, de la distance séparant vos points d'intérêt. Mais globalement, la logique est valable à partir du moment où elle répond à un besoin de consolidation des volumes. Et puis, on en parlait tout à l'heure, les hôtels alternatifs, c'est-à-dire regardons ce qui se passe ailleurs sur un marché qui n'est pas adressé. 80%, encore une fois, des hôtels dans le monde sont des hôtels indépendants. Si un hôtel indépendant propose de meilleurs tarifs, des meilleures prestations à isopérimètre en termes de distance du point d'intérêt qui vous déplacez, ça fait beaucoup de sens de l'intégrer à votre programme hôtelier pour au moins mettre un peu de challenge à l'hôtelier historique, l'hôtelier de chaîne, pourquoi pas, et puis aller chercher des leviers d'économie à ce niveau-là. Donc ça, c'est une vraie mécanique standardisée qu'on met en place. Le deuxième levier, c'est le sourcing dynamique. Je vous parlais de la formation datée. 36 mois, hein, c'est énorme. Nous, on pense qu'on peut assez facilement, avec la donnée qu'on collecte dans nos canaux managés, dynamiser ce processus, le rendre trimestriel, basé sur de la donnée des 3 derniers mois historiques, et aussi sur ce qu'on voit en projection de vos réservations à venir. Et si on arrive à identifier, par exemple, que dans certaines zones où vous voyagez historiquement, il ne se passe moins de choses, ça va apporter moins d'efforts sur ces négociations-là. Par contre, si on voit que vous avez des nouveaux marchés qui s'ouvrent, des nouveaux besoins spécifiques, des nouvelles destinations, allez négocier on-spot directement sur ces destinations-là pour s'assurer que vous bénéficiez des économies immédiatement et que vous valorisiez votre travail de programme hôtelier dans les plus brefs délais. On peut passer à la slide suivante. Et ça va répondre à la question de Michel. En fait, votre question, c'était est-ce que des audits sont importants ou est-ce qu'on en fait des audits réguliers? En fait, l'enjeu, il est clair. Quand on regarde la déviation entre ce que vous avez négocié et ce qui est réservé, on voit que déjà, il y a 31% de ce que vous avez, tout au long de l'année, 31% de ce que vous avez négocié n'est pas disponible. Pas disponible, tout simplement. Alors, il y a plein de raisons à ça. Hein. La LRAP est respectée, ça vous en parliez, mais plus largement, l'hôtel est complet, ou il y a des problèmes techniques qui font qu'il n'est pas mis à disposition. Plus inquiétant, dans 27% des cas, le prix est incorrect. Soit le petit déjeuner n'est pas inclus alors qu'il devrait l'être, soit le tarif loadé n'est pas bon. Parfois, il est moins cher. Le plus souvent, il est plus cher. Et quand il est plus cher de 13%. Si on met tout ça dans une boîte qu'on compile et qu'on se projette, en fait, ça représente la déviation entre ce que vous avez négocié et ce que vous réservez vraiment, représente 2% de déviation sur l'ensemble de votre dépense. Vous dépensez à l'année 1 million d'euros. 1 million d'euros, très simplement, la déviation, c'est 20 000 euros. C'est énorme juste parce que les hôteliers, techniquement, ne respectent pas les contrats. Donc oui, il faut auditer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a déployé un outil qui s'appelle Red Protector et qui audite en permanence, tous les jours, 3 dates à venir et qui filtre les tarifs qui remonteraient qui ne seraient pas conformes avec vos contrats. Donc ça, c'est un standard chez nous et il faut absolument le mettre en application et challenger vos prestataires en la matière sur la réservation hôtelière pour qu'ils soient en capacité de pouvoir vous proposer ces solutions-là qui sont nécessaires à la bonne application de vos contrats et à l'optimisation de vos dépenses telle qu'elle a été négociée. Il y avait une question d'Emine qui était est-ce qu'on doit du coup prioriser le besoin du voyageur et le besoin opérationnel pour ne pas courir le risque que finalement on propose quelque chose qui ne soit pas adapté et qui passe en direct, que du coup on ne capte pas l'information. Et en complément, Michel disait voilà, est-ce qu'il faut encore des hôtels privilégiés ou demandés en référencement par nos voyageurs? Est-ce qu'il faut les intégrer systématiquement dans la HBT? Et si oui, quelles sont les contraintes techniques ou même à rajouter ces hôtels? Bon, là, alors, je peux commencer à répondre sur la question des mines. Alors, ça va être une vision personnelle, mais je pense qu'à partir du moment
où le comportement du voyageur ou la culture d'entreprise n'est pas prise en compte dans la négociation ou dans ce qui est mis en place, on a une très belle négociation, sauf qu'en fait, derrière, on capte un volume de dépenses qui est extrêmement faible. Et donc, l'impact derrière de cette négo est beaucoup plus bas que ce qu'on imagine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le voyageur, dans son cadre privé, est tellement habitué à avoir un service et un parcours voyageur qui soit fluide qu'il attend la même chose de son entreprise. Et par contre, je pense que prendre ce besoin en compte est un énorme levier pour driver le voyageur, par contre, là où vous voulez l'emmener. Donc, après, est-ce que ça veut dire rajouter n'importe quel hôtel dans le programme? Pas forcément. Ça peut aussi passer par de la com pour expliquer pourquoi certains hôtels ne seraient pas dedans, parce que non conformes en termes de sécurité ou non traçables en termes de réservation. Après, pour qu'ils soient intégrés ou pas dans le HBT, là, je te laisse répondre. Est-ce qu'on peut, par exemple, dans une société sélection HRS, il y a 4 ou 5 hôtels autour de certains sites qui sont régulièrement utilisés par les voyageurs qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Comment fait-on? Moi, je pense qu'il y a 2 réponses. Je ne vais pas vous faire un rapport de normand, mais je vais essayer de les élaborer le plus rapidement possible. La première, c'est que vos collaborateurs, ils ont besoin d'avoir le contenu le plus optimisé par rapport à leurs besoins. N'enlevez pas des hôtels sous prétexte que vous voulez centraliser les bookings sur votre programme hôtelier. Vous avez raison, Emeline. Directement, vos collaborateurs vont sortir du canal manager et réserver en direct avec tous les effets de bord qu'on connaît. Donc, ne le faites pas. Par contre, priorisez les hôtels partenaires, évidemment. C'est votre négociation, c'est vos besoins spécifiques, c'est vos niveaux de qualité et vos standards. Priorisez. Mais laissez accès à vos collaborateurs dans votre HBT ou dans votre OBE aux hôtels qui souhaitent réserver le cas échéant. Par contre, maintenant, est-ce qu'il faut les négocier? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un tarif négocié pour qu'ils réservent? Non, la réponse est si vous n'avez pas les volumes nécessaires dans ces hôtels-là, vous n'avez pas le levier suffisant pour avoir des négociations performantes. Résultat, si vous le faites, vous allez avoir un tarif qui n'est pas performant, vous allez le flaguer comme un hôtel partenaire, vous allez consolider des volumes sur un hôtel qui est sans doute demandé par certains de vos collaborateurs, mais un tarif qui est trop cher, et donc vous allez dévier par rapport à votre objectif d'économie ou d'optimisation en tous les cas. Donc, oui, donnez-leur accès. Le Best Buy est la bonne solution dans ces cas-là. Voyons comment évolue le volume dans ces hôtels-là. Et si vous atteignez des masses critiques qui vous permettent de faire des négociations avec les hôtels que vos collaborateurs vous demandent, alors négocions. Il y a une règle, c'est contenu, contenu, contenu. C'est vrai dans le web, c'est vrai dans le marketing, c'est vrai aussi dans le HBT. Si vous donnez le bon contenu à vos collaborateurs avec la bonne dispo et les bons tarifs, ils ne sortiront pas du canal. Que vous mettiez, quelle que soit la base de données que vous providez, le bon contenu, le bon tarif avec la bonne dispo, et vos collaborateurs seront satisfaits et resteront dans votre canal manager. Contenu, contenu, contenu. Alors, rapidement, quelques mots pour clôturer ce webinaire. S'il y avait 3 éléments à retenir, le premier, c'est qu'il faut bien appréhender ce marché et le connaître parce qu'il évolue constamment. Alors, on a vu les rachats, etc., mais aussi la façon dont les prix sont fixés. Donc, cette connaissance du marché est incontournable pour négocier. Donc, on ne négocie plus uniquement un tarif, on négocie énormément de conditions autour et on négocie en anticipant les évolutions du marché pour être dans la durée. Il faut optimiser votre stratégie voyage. Et là, j'utilise stratégie volontairement. On n'est plus que sur le programme hôtelier, on est sur la stratégie. C'est le programme, vos négos, comment je fais en sorte que ce soit utilisé, comment je fais en sorte que ce soit fluide et dans la durée. Et puis, être toujours dans l'agilité pour bénéficier à la fois de votre entreprise qui, elle aussi, évolue probablement beaucoup plus rapidement qu'avant et dont les pratiques changent, et ce marché qui évolue constamment. Soyez agile et sortez de la négociation annuelle, etc. et essayez de faire quelque chose qui vive en continu plutôt que quelque chose qui soit figé et gravé dans le temps. Donc voilà pour ce webinaire sur la partie sourcing hôtelier. Donc on vous remercie de votre participation. Quelques mots sur l'actualité Axis Odyssée et HRS à venir. Donc, côté Axis Odyssée, on lance pour la 2e année consécutive un baromètre sur la politique voyage. Donc, on pose des questions sur qu'est-ce qui est en place en termes de règles dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à répondre au questionnaire, à participer. Ça nous permettra d'avoir un baromètre plus riche en informations et de pouvoir le partager avec vous. Et puis, on a planifié sur septembre, donc date à venir,
un webinaire dédié à la sûreté des voyageurs, les éléments à prendre en compte et puis comment auditer son process sûreté voyageur. Et côté HRS. Alors, côté HRS, deux actualités avant tout, et je détesterais pas répondre à Jean-Louis et à Michel. Alors, Jean-Louis nous disait, est-ce que ça vaut le coup d'intégrer des négociations venant d'autres universités? La réponse est oui, si ces tarifications sont performantes. Elles sont et on se tient à votre disposition, Jean-Louis, si vous voulez qu'on regarde de plus près et qu'on benchmark ces négociations. Parce que le risque que vous prenez, c'est de réserver plus cher que le tarif du marché s'il n'y a pas de vraie logique de best buy confrontée à ces tarifs-là. Donc oui, ça peut valoir le coup si ces négociations sont performantes. Et nous, on se tient à votre disposition pour les étudier et travailler sur ce sujet-là. Michel, pour intégrer un hôtel dans un HBT, il faudrait que celui-ci soit déjà à minima en ligne. On parle de distribution électronique. Donc, soit connecté et certains pays ne le sont pas forcément sur tous les hôtels, donc ça peut poser un problème. Le deuxième, c'est que le prestataire, le HBT, puisse techniquement l'intégrer. Dans ce cas-là, il y a plein de moyens de le faire. Nous, ce qu'on fait, c'est généralement, on offre à minima un extranet où on se connecte à ses outils internes ou alors on utilise sa société de distribution. Bref, il y a plein de moyens de le faire. C'est un peu du cas par cas, donc je ne vais pas faire de généralité. Et pareil, on pourrait y répondre plus largement, spécifiquement. Jean-Louis dit que les référencements négociés portaient sur les hôtels non référenciés initialement sur le portail. C'est un complément, d'accord. Parlons-en, on se tient à votre disposition. Deux sujets chez nous. Le premier, c'est que on a un livre blanc sur le sourcing qui est à votre disposition. On vous fera parvenir cette présentation sur laquelle vous aurez le lien. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant et vous pourrez avoir non seulement une partie du contenu qu'on vient d'échanger et de partager avec vous, mais des takeaways que vous pourrez tout de suite mettre en application dans votre contexte. Le deuxième, c'est que HRS, cette année, est partenaire de ACT sur l'ensemble de ces ACT Summit qui ont lieu dans différents pays tout au long de l'année. Cette année, c'est les US qui ont lieu, Singapour qui aura lieu bientôt. La prochaine date concernant, c'est Paris au mois d'octobre. Donc, ACT et le CLF sont mergés sur un seul événement du 14 au 16 octobre. Ça commence un dimanche, hein, c'est le style anglo-saxon. Mais évidemment, les événements les plus intéressants auront lieu lundi et le mardi, notamment toutes les conférences autour de l'hôtellerie que nous animerons. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous connecter sur le site HRS, on vous enverra des éléments. Le prix d'inscription pour les 3 jours, c'est 1 500 €. HRS a le plaisir de pouvoir vous inviter à ces événements-là et de vous payer l'invitation et les frais d'inscription pour vous. Donc, si vous souhaitez venir à ces conférences qui ne portent pas que sur l'hôtellerie, hein, et sur le voyage, le business travel mondial avec des intervenants internationaux, des acheteurs, des travel managers, des gens de l'industrie, c'est du 14 au 16 octobre et on vous enverra des liens d'invitation si vous souhaitez venir. C'est avec plaisir que nous vous invitons. Voilà nos 2 grosses actualités à venir. Bonne rentrée. Voilà, bonne rentrée. En tous les cas, nous, on vous souhaite un bel été. Un bon mois de juillet qui va être encore dense pour tout le monde et au plaisir de vous croiser soit avant les vacances, soit à la rentrée. Bonne journée. À bientôt.